Nous les avions rencontrés pendant la campagne présidentielle, agriculteurs, médecins, enseignants, une centaine de Français dans près de 11 départements. Après l'élection de François Hollande le 6 mai dernier, que pensent-ils? Qu'attendent-ils du nouveau président? Cette fois-ci, c'est eux qui ont fait le déplacement à Paris et ils nous livrent leurs premières impressions. Bonjour à tous, vous venez de les voir sur ces images, ces Français que Public Sénat a rencontrés à l'occasion de la présidentielle. Une présidentielle, on vient de le voir, remportée par François Hollande. 4 d'entre eux sont aujourd'hui sur le plateau de Public Sénat. Bonjour Julie Hulin. Bonjour. Nos invités, vous les connaissez, vos reportages en témoignent et donc vous êtes bien mieux placés que moi pour nous les présenter. Et c'est un plateau paritaire aujourd'hui, 2 hommes, 2 femmes. À ma gauche, Véronique Jeannot, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez dans un supermarché de la banlieue de Tours et vous êtes également passionnée de chevaux. Oui. En face, Brigitte Petit. Alors aujourd'hui, Brigitte, bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes assistante familiale, mais vous avez également une autre activité plus militante, celle-ci, puisque vous représentez les anciens salariés de l'usine Samsonite dans le Pas-de-Calais. Oui, c'est ça. En face de vous, Olivier Becquet, bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est le grand large, vous avez bourlingué sur les mers du monde entier et aujourd'hui vous vous êtes posé, vous gérez la coopérative du port du Tréport en Seine-Maritime. Et enfin, Frédéric Le Garnec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de vaches laitières dans le Morbihan sur la petite commune de la Vraie-Croix. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui sur le plateau de notre antenne. Public Sénat est allé à votre rencontre avant les élections. Retour en images sur ces moments de campagne. Un reportage signé Pierre Bonde-Joseph. Pour rencontrer Frédéric Le Garnec, mieux vaut se lever tôt avec ses associés. Il est à la tête d'une exploitation laitière de 145 vaches dans le Morbihan. Après la crise du lait, plein d'espoir, il bénéficie des aides du Grenelle de l'environnement et se lance dans le solaire. En novembre dernier, pourtant, il nous confiait son désarroi. Pour vous dire, quand vous levez le matin et vous savez que c'est pour quasiment rien gagner, c'est problématique. Véronique, elle non plus, n'est pas du genre à baisser les bras, un tempérament et pas sa langue dans sa poche. Elle est responsable du rayon charcuterie et fromage dans ce supermarché près de Tours. Tous les jours, il faut vérifier les dates des produits. Des journées bien chargées pour celle qui avait cru en 2007 dans le travailler plus pour gagner plus cher à Nicolas Sarkozy. En janvier dernier, elle avait du mal à cacher son amertume. On a l'impression de payer toujours plus, tout augmente. Je vois pas pourquoi je voterai pour lui, puisqu'il n'a pas déjà tenu ses premiers engagements. Donc qui me dit qu'il va les tenir aux prochaines élections? Donc non, ce sera certainement pas Nicolas Sarkozy. Ça va, Philippe? Moyennement. De la combativité, il en faut. En 2007, Brigitte Petit est licenciée comme les autres salariés de l'usine Samsonite d'Hénin-Beaumont. Aujourd'hui, cette militante de la CGT continue de se battre avec ses anciens collègues pour leur retrouver un emploi. Il a augmenté le chômage, mais pas l'emploi. Des luttes et des combats partout en France, comme ici au Tréport avec les pêcheurs, rencontrés en mars. Hausse du prix du fioul, quotas européens, zone de pêche menacée par l'installation d'éoliennes en pleine mer. Olivier Becquet, ancien pêcheur et gérant de la coopérative maritime, nous confiait sa crainte pour l'avenir du métier. Soit on met des éoliennes, soit on continue à pêcher. Mais il ne faut pas laisser croire aux gens que les pêcheurs pourront continuer à travailler. Je veux dire, c'est pas moral de dire ça. François Hollande, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle, est-il utile de rappeler les scores? Nicolas Sarkozy avec 48,37% des voix et François Hollande avec 51,63%. Un score plus serré que les sondages ne le prédisaient. Alors Brigitte Petit, vous nous l'avez dit, vous étiez très heureuse au soir du premier tour que votre champion Jean-Luc Mélenchon atteigne les 11% des voix. Quel a été, vous, votre choix pour le second tour? Donc, moi, mon choix pour le second tour, forcément, a été pour Monsieur Hollande, puisque, pour moi, Nicolas Sarkozy n'a pas du tout donné ce qu'on attendait vis-à-vis des ouvriers, quoi. Donc, j'ai pas du tout hésité, quoi. Pour François Hollande ou contre Nicolas Sarkozy? C'était plus un choix contre Nicolas Sarkozy. Donc, en espérant que Monsieur Hollande fait réellement ce qu'il a prévu, quoi.
Alors, votre exemple, Frédéric Le Garnec, est également extrêmement éclairant. Au premier tour de cette présidentielle, vous avez voté François Bayrou, vous avez voté au centre. En 2007, en revanche, vous aviez voté presque un peu par défaut Nicolas Sarkozy. Au deuxième tour de cette élection, François Bayrou a donné une consigne de vote qui n'en était pas une, puisque c'était à titre personnel. Il a voté François Hollande. Est-ce que vous l'avez suivi dans ce choix? C'est-à-dire que si j'avais voulu raisonner uniquement sur la partie production d'énergie, j'aurais voté M. Hollande, qui nous a fait des promesses un peu plus intéressantes, surtout avec les déboires qu'on a connus dans le passé. Par contre, mon premier métier, c'est d'être agriculteur et quand je vois ce qui est prévu par rapport à l'environnement, les alliances... avec les Verts en particulier. Avec les Verts, les écolos, cela me fait peur. Vous auriez aimé qu'il y ait une alternative, j'allais dire à droite, quelqu'un d'autre qui se soit présenté à la place peut-être de Nicolas Sarkozy. On a à un moment donné pensé à François Fillon. Oui, j'aurais vraiment préféré. M. Sarkozy en a tellement fait, tellement bousculé les choses au niveau des lois. Quelqu'un de plus rassurant, vous quelqu'un espériez. de plus posé, plus rassurant. Alors Véronique, vous, quand on était venu vous voir en mars dernier, on avait été frappé par votre désillusion envers le monde politique, de la déception, de l'amertume. Vous disiez même à l'époque comprendre ceux qui faisaient le choix du Front National. Pourtant, vous, au premier tour, vous avez choisi l'autre front, celui de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous aviez le sentiment en faisant ce choix que c'était un choix de rejet du système ? Ah bah complètement, ça c'est sûr. Moi, je peux comprendre que les gens veuillent voter pour Marine Le Pen parce qu'ils sont tellement désabusés qu'ils ne savent plus trop où aller. Parce que jusqu'à maintenant, que ce soit la gauche ou la droite, ça a toujours été la même chose. À partir du moment où la personne est au pouvoir, moi je pense que ce qui l'intéresse, c'est que le pouvoir. À partir du moment où elle l'a atteint, je pense qu'elle oublie beaucoup de choses. Donc oui, moi je trouvais que Jean-Luc Mélenchon, quand je le voyais à la télévision, je trouvais qu'il avait un charisme, je trouvais qu'il n'avait pas la langue dans sa poche comme moi. Donc c'est pour ça que j'avais voté, c'est pour ça qu'au départ, oui, je voulais voter pour lui. Et au second tour, vous avez beaucoup hésité. Au second tour, j'ai beaucoup hésité. J'ai failli voter blanc parce que je me disais que ce soit de toute façon M. Hollande ou que ce soit M. Sarkozy, est-ce que ça changerait les choses? J'ai quand même fini par voter par M. Hollande puisque de toute façon, j'avais voté M. Sarkozy en 2007. Et comme j'avais estimé qu'il n'avait pas atteint ses objectifs, j'ai laissé ma voix pour M. Hollande. Tout ce que j'espère, c'est que je ne me suis pas trompée. Alors on évoquait à l'instant le vote blanc. Olivier Becquet, vous avez voté blanc au premier tour. Comment peut-on voter blanc au premier tour alors que la palette de choix était extrême? Vous y aviez le choix pour faire le vôtre. Oui, effectivement. Bon, j'ai voté blanc au premier tour parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, on n'a pas vraiment de réponse. Et donc c'est assez déstabilisant, quoi. Donc effectivement, j'ai voté blanc au premier tour. J'ai préféré attendre, prendre du recul, voir un peu comment les choses allaient se passer. Et puis, bon, bah, ma foi, il y a un nouveau capitaine à la barre, on verra bien. Alors, Monsieur Becquet, je vous propose de regarder le chiffre qui va apparaître sur votre écran. 2 146 408 votes blancs ou nuls, ce qui représente 6% des votants au deuxième tour. C'est vrai que c'est l'un des taux de vote blanc les plus élevés au cours des élections présidentielles de la Ve République. Je rappelle également que Marine Le Pen, par exemple, avait annoncé son intention de voter blanc. Est-ce que, pour vous, il est aujourd'hui nécessaire de prendre en compte ce vote un peu particulier du vote blanc dans les résultats d'une élection? Je pense qu'effectivement, il faut prendre compte de ce vote blanc parce que ça veut dire aussi que vous avez affaire à des gens qui ne sont pas convaincus des politiques en place. Le vote blanc, c'est pas on n'en a rien à faire de la politique. Le vote blanc, c'est on se demande. Je dois dire que c'est aussi motivé par le fait qu'on a, en tout cas pour beaucoup, l'impression que nos politiques n'ont pas forcément la main par rapport à l'Europe et que c'est plutôt l'Europe qui gère les affaires, de toute manière. On va en parler de l'Europe dans quelques minutes, Julie. Alors on en parlait à l'instant, ce qui a marqué ce premier tour de la présidentielle, c'est le score du Front National, 18% des voix, un score jamais atteint. Parmi ces voix, des marins-pêcheurs que nous avions rencontrés au Tréport. Je vous propose qu'on les écoute. Je vais voter Le Pen au premier tour. Et ensuite, s'il ne passe pas, Sarkozy. C'est elle qui s'occupe un peu plus de la pêche quand même. C'est d'office, je vote pour Marine Le Pen. C'est décidé. C'est tout au moins au premier tour. Et après, on verra bien. Déjà d'une, c'est pour leur mettre un coup de pied au cul. C'est pas tellement que c'est ma préférée dans le lot, mais au moins, s'il y a quelque chose qui peut bouger, on fera bouger de ce côté-là.
Parce qu'après, ils font peut-être plus de concessions pour que nous, on puisse vivre. Parce que là, on est en train de nous étouffer. Monsieur Becquet, ce vote Front National, très présent sur le port, vous le comprenez? Vous réussissez à l'analyser? Bien sûr, parce que le Front National, c'est un parti qui manifestement, d'une part s'oppose à l'Europe. Il faut savoir qu'au niveau de la pêche, les décisions européennes sont assez brimantes pour la profession. On a pu, quand on fait ce métier, l'esprit de liberté quand on part en mer, parce qu'on est assailli de réglementations qui vous tombent comme ça. Parfois injustifiés, les contrôles en mer, assaillis par les contrôles en mer. C'est un vote de mécontentement, donc. C'est un vote de mécontentement, oui, c'est certain. Si vous le voulez bien, on va passer maintenant en revue les éléments qui ont pu guider votre vote, des thèmes qui ont dominé la campagne qui s'achève. Parmi eux, celui du pouvoir d'achat. On se souvient en 2007, ce fameux slogan de Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », un slogan qui a fait son bonheur, sinon son élection. Véronique Jeannot, en janvier de cette année, vous vous exprimiez, vous donniez votre avis sur ce fameux slogan Nicolas Sarkozy. On vous écoute tout de suite. Je trouve pas qu'on ait plus de pouvoir d'achat, je trouve pas que gagner plus, qu'on travaille plus, on gagne plus. Pour moi, je trouve que quand on travaille plus, on en donne plus aux impôts. Donc non, j'ai pas trouvé qu'il ait tenu ses propos. On a l'impression de payer toujours plus, tout augmente. Alors Véronique Jeannot, on a parlé de pouvoir d'achat, en particulier François Hollande, au cours de cette campagne, avec des mesures annoncées. Je pense par exemple à ces fameuses augmentations de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, ou encore ce coup de pouce sur le SMIC, on n'en sait guère plus aujourd'hui. Est-ce que selon vous, le président François Hollande a gagné sa campagne sur le pouvoir d'achat ? Je ne sais pas si elle a gagné sur le pouvoir d'achat. Tout ce que j'espère, c'est que ça va marcher. Est-ce qu'il va vraiment y arriver? Moi, je me dis, où est-ce qu'il va trouver l'argent? Déjà, pour les allocations familiales, moi, je ne suis pas contre de donner de l'argent aux gens, mais on va le prendre où? Donc, pour le pouvoir d'achat, j'espère que oui, il va y arriver. Parce que quand plus personne n'a plus d'argent à la fin du mois pour vivre... moi, peut-être, pour moi, je ne vais pas me plaindre parce qu'il m'en reste quand même à la fin du mois. Mais par rapport à il y a quelques années, oui, c'est sûr qu'il y a une sacrée différence. C'est quelque chose que vous ressentez quotidiennement? Moi, je le ressens par rapport à mon travail, parce que moi, j'entends les clients me le dire tous les jours. Oui. Tous les jours, les clients me le disent, dis donc, qu'est-ce que ça a augmenté chez vous? Qu'est-ce que les fruits et légumes sont chers? Qu'est-ce que le lait a augmenté? Le riz a augmenté? Tout a augmenté. Donc moi, je l'entends tous les jours au supermarché. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, c'est lassant, même si nous, on n'est pas la cause, c'est quand même lassant, parce que c'est quand même nous les premiers avertis, quoi. Hormis le fait qu'il y a peu d'argent dans les caisses de l'État aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le président Hollande peut faire bouger les lignes sur ce dossier du pouvoir d'achat? J'espère. J'espère qu'il va y arriver. Oui. C'est tout ce que je lui souhaite. Est-ce qu'il aura les épaules? Ça, on le saura dans 5 ans. Brigitte Petit, cet aspect, ce dossier du pouvoir d'achat, j'imagine qu'il vous préoccupe au premier chef. Oui, moi, il me préoccupe beaucoup, même maintenant. Là, la dernière année, ça a été... très difficile, puisque nous, étant licenciés, quand même 200 personnes de notre boîte, l'entreprise Samsonite, je le rappelle. Samsonite, quand on a été licenciés, et d'autres usines aux alentours, puisque nous n'étions pas les seuls. Donc, on a été licenciés en plus dans une période très difficile, dans les 5 ans justement de M. Sarkozy, où tout augmente. Et nous, notre salaire a diminué. Et moi, je sais très bien que même moi, personnellement, depuis que je suis mariée, depuis des années que je travaille, c'est la première année que je galère autant financièrement. Brigitte, dans son programme, Jean-Luc Mélenchon voulait un SMIC à 1 700 €. Est-ce que ça semble possible dans le contexte économique actuel? Ça, moi, personnellement, je ne peux pas savoir si, au juste, ça va être possible vis-à-vis, mais ça serait un bien. Maintenant, je sais que si on a plus de SMIC, si on a plus d'argent, on va pouvoir enfin... investir, que ce soit dans l'immobilier, où on va pouvoir sortir un peu. Parce qu'actuellement, nous ne pouvions plus sortir de chez nous pour faire un loisir. Alors c'est écrit dans le programme de François Hollande, le blocage des prix du carburant pendant 3 mois. Le fioul, c'est un des problèmes majeurs des pêcheurs notamment.
Cette année, les prix ont encore flambé. Pour certains, c'était même plus rentable de partir en mer. Ces pêcheurs, on les a rencontrés au mois de mars dernier. Donc, au Tréport, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Nous, ce qui nous met dedans, c'est le mazout. Ça fait 4 ans qu'il augmente bien. On est passé de... On est à 70 centimes. Il y a 4 ans, je ne sais même pas si on payait 30 centimes. Par mois, si je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires, vous enlevez 4 000 euros de mazout. Oui, on comprend les soucis que ce fioul qui augmente pour les marins pêcheurs. Olivier Becquet, évidemment, c'est l'une de vos préoccupations. Le blocage des prix du fioul pendant 3 mois, c'est ce que souhaite le président François Hollande. C'est une solution qui peut vous satisfaire? Disons que le blocage du fioul pendant 3 mois, c'est peut-être une belle idée, mais il ne faut pas qu'il soit bloqué à un prix haut, parce que là, il a plutôt tendance à baisser. Donc, voilà. Donc, en fait, ça me paraît infaisable. Enfin, là, on demande à voir, vraiment. Donc le carburant, c'est un problème pour tout le monde, mais c'est pas seulement pour la pêche. Je veux dire, le transporteur routier... C'est un problème pour tout le monde. Véronique, par exemple, pour vous, c'est un problème, ce carburant. Tous les jours, vous faites plus d'1 heure de route pour aller travailler. Oui, je fais 60 km par jour, aller-retour, donc ça me fait un plein. Je fais 15 jours avec un plein, donc minimum 70 € tous les 15 jours. Donc j'en ai pour 150 € d'essence par mois. Sans compter mon mari qui a 3/4 d'heure de voiture, donc c'est pareil, on a presque 300 € par mois d'essence. Le blocage des prix dans le programme de François Hollande, ça vous a parlé? Vous vous êtes dit, tiens, ça m'a parlé, c'est bien 3 mois, d'accord, mais c'est une goutte d'eau, quoi. 3 mois, c'est bien, mais pourquoi pas plus longtemps? Enfin, après, je veux dire, je vais économiser 150 € sur les 3 mois, peut-être, ou 300 €, puis après, on recommencera, donc... Alors, je vous suggère tout de suite de parler d'Europe. On a un petit peu esquissé la chose au cours de nos échanges. L'Europe qui est vue d'un mauvais œil, plutôt par les Français depuis en tout cas le référendum de 2005. Une Europe souvent accusée d'intervenir dans la vie quotidienne des Français avec le problème des normes, par exemple, peu comprises. Vous les évoquiez tout à l'heure, Olivier Becquet. Ça vous concerne, l'Europe, il vous concerne directement. Écoutez-vous, c'était il y a quelques semaines avec vos collègues pêcheurs au Tréport. Écoutez. Et ça, c'est une barbue. Elle fait pile 30. Là, on peut la vendre en vente directe parce qu'elle fait la taille. Si vient de contrôler, elle fait la taille. Mais demain matin, une fois qu'elle aura été bien glacée et bien refroidie, elle ne fera plus la taille. Pour le bar, c'est pareil. Le bar sauvage, on en jette des centaines de kilos parce qu'on ne peut pas le ramasser, qu'il leur manque 5000, 1 centimètre. L'Europe, c'est une belle histoire. Hein. Je veux dire, c'est intéressant pour beaucoup de choses. Ça facilite les échanges, c'est très clair. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe a tendance justement à oublier le caractère des régions, ce qui font leur spécificité, ce qui fait l'identité des personnes. Et je veux dire, autant il peut y avoir des normes européennes sur l'hygiène, comme des bancs en inox pour travailler les produits alimentaires, etc. Ça, on peut le comprendre. Mais que chaque individu, que ce soit partout en Europe, fonctionne de la même manière, c'est aberrant. Aujourd'hui, la pêche artisanale, avec l'Europe, on se demande si elle va perdurer. Voilà, c'est parce qu'il y a vraiment... on se pose plein de questions. Là, ils sortent, Maria Damanaki sort le projet de 0 rejet en mer. C'est-à-dire que quand vous remontez votre engin de pêche, eh bien, il y a des poissons qui ne sont pas commercialisables ou qui le seraient, mais c'est pas dans les quotas. Vous n'avez pas d'autorisation de pêche pour ça. Donc, vous ne pouvez pas les vendre. Donc, ou ils font pas la taille. Donc, il faut les rejeter à la mer. Et ça, ils demandent aux pêcheurs de ramener ça à terre. Mais c'est une aberration, parce que, si vous voulez, ces produits-là, vous ne pouvez même pas les commercialiser, vous ne pouvez même pas normalement faire en sorte que ce soit rémunérateur, parce que vous n'avez pas le droit de faire de la farine avec, pour empêcher que ça devienne une habitude de ramener des déchets, parce que là, c'est monnayable, voyez-vous. Donc, il y a des choses comme ça. C'est les normes européennes qui compliquent parfois les choses. Mais oui, alors, si vous voulez, l'Europe, c'est bien, mais il faut que tout le monde puisse vivre en Europe. Frédéric Le Garnec. Moi, l'Europe... c'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer et on en a besoin pour exporter d'être un peu plus fort. Bon, ce qui me dérange parfois, c'est certaines décisions. À titre d'exemple, on n'est pas toujours sur le même pied d'égalité. On en a parlé sur l'énergie tout à l'heure. Mais concernant toute la partie fonctionnement, fiscalité qu'applique l'Allemagne sur ses exploitations agricoles par rapport à nous, ce qui se passe
c'est que les gens achètent leurs produits, leurs intrants à 5% de taxes, de TVA, et revendent à 7%. Et ces 2% d'écart, c'est comme si le gouvernement donne une subvention à ses agriculteurs, éleveurs, et le calcul fait à mon niveau, sur mon élevage, ça sort le salaire d'un associé sur l'année. On voit bien que pour vous deux, pour le commerce, les normes européennes ne simplifient pas forcément les choses. Pour vous, Véronique, plus globalement, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de votre pays ? Vous attendiez quoi aujourd'hui du nouveau président de la République, François Hollande? Qui relève la tête, qui relève la tête, et puis que tous les gens puissent vivre comme ils veulent, avec les moyens qu'ils veulent, que tout le monde vive bien, qu'il n'y ait plus personne dans la rue, que tout le monde mange à leur faim. Donc quand je vois tout ce qu'on jette au supermarché tous les jours, alors qu'il y en a qui n'ont rien à manger, ça écœure un peu. Donc c'est bien les normes, c'est bien l'hygiène. Mais bon, il faudrait aussi se poser les bonnes questions et se demander aussi... comment on peut faire pour relever le défi. Brigitte Petit, vous avez voté François Hollande au deuxième tour. Qu'attendez-vous aujourd'hui du président de la République? Moi, j'attends justement aussi qui relève la France, quoi. Moi, je vois 5 ans après notre licenciement, il y a quand même un tiers de personnes, des ex-salariés de Samsonite, qui sont sans emploi. Et qui touchent le RSA, qui ont un mal fou à pouvoir terminer leur fin de mois. Reste Olivier, alors vous avez beaucoup hésité pour voter. Vous attendez quand même quelque chose de ce président François Hollande? Oui, alors bon, pour être franc, je me fais pas beaucoup d'illusions pour du cap pour cap, parce que encore une fois, on est dans l'Europe, on voit bien ce qui se passe autour de nous, donc c'est pas un problème français, c'est un problème complètement européen, voire mondial. Merci en tout cas à vous tous d'être venus sur le plateau de Public Sénat. Merci bien sûr de votre grande sincérité. Pierre Bonde-Joseph et Jean-Daniel Lévy nous ont rejoints sur notre plateau. Merci messieurs d'être avec nous. Bonjour. Pierre, c'est avec Julie 11 départements que vous avez traversés depuis octobre dernier. Cette France qu'on a évoquée tout à l'heure, vous l'avez senti comment? Écoutez, d'abord, Pierre-Henri, vous l'avez précisé, 11 départements, ça fait à peu près une centaine de Français qu'on a rencontrés. C'est 2 mois d'immersion quasiment avec ces gens très différents les uns des autres. C'est pas un travail de sociologue, c'est pas un travail de scientifique, c'est un instantané, c'est objectif tant qu'on peut le faire, puisque c'est un travail journalistique. D'abord, on a été très bien accueillis sur une question qui est pas simple, celle du vote. On a été voir les gens, ils nous ont fait confiance, ils nous ont parlé des sujets qui les préoccupaient, mais aussi des choix qu'ils feraient. Et ça, avec Julie, pendant ce travail-là, on ne savait pas très bien ce qu'on trouverait. Quelles sont aujourd'hui les principales préoccupations des Français? Écoutez, on a vu une France tiraillée, une France qui change d'air, on va dire, des délocalisations. On a vu les cartes hospitalières qui sont réformées, avec des infirmières qui craignent pour leur travail. On a vu la vie tout juste suffisante des employés de la grande distribution. Vous aviez Véronique Jeannot tout à l'heure. Qui veut témoigner, oui. On a vu aussi le chômage dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont. On a vu une France qui n'est pas à terre, mais des Français à la peine. Est-ce que les Français que vous avez rencontrés ont suivi cette campagne électorale présidentielle à peine achevée aujourd'hui? Alors j'ai envie de vous dire, je pense qu'ils ont plus suivi, mais ça c'est ma perception des choses, je ne sais pas si Jean-Daniel dira la même chose, qu'ils ont plus suivi la précédente, celle de 2007. En tout cas, quand ils nous parlaient des candidats de 2007, à savoir Nicolas Sarkozy principalement, il y avait à ce moment-là un enthousiasme qui a été à la hauteur de la désillusion. Et aujourd'hui, je dirais qu'ils la suivaient probablement, et ils ont voté, on l'a vu, en masse, mais il n'y a pas eu cet enthousiasme qu'on a vu en 2007. Alors Pierre, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, le vote Front National, 18% au premier tour, on s'en souvient. Est-ce que cette montée de l'extrême droite, vous l'avez ressentie dans les départements français? Alors, on n'a pas été la chercher très loin, c'est-à-dire qu'à Charleville-Mézières, à Tours, à Nice, dans des coins où on pensait ne pas entendre parler du vote Front National, de la part de gens qui sont insérés, et ça c'était, je pense, l'enseignement de ce Tour de France. Quand on écoute un petit peu les gens, ils nous parlent, et Véronique Jeannot l'a dit peut-être tout à l'heure sur le plateau,
de leur satisfaction, parfois dans leur quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte immédiatement dans mon magasin, dans ma famille, dans ma ville. Mais dès qu'on parle au-delà, dès qu'on se projette, là, il y a une forme de crainte et donc, du coup, un besoin d'être protégé. On parlait de la frontière tout à l'heure. Eh bien, cette frontière, elle met une distance avec la crainte. Jean-Daniel Lévy, cette montée du Front National, on n'a pas vraiment l'impression que les instituts de sondage en aient fait le relais durant cette campagne. Pour beaucoup, les 18% atteints au premier tour, ça a été une surprise. Pour vous également ou pas? Tout dépend de la manière dont on va lire les sondages. Vous vous rappelez qu'il y a un peu plus d'un an, Harris Interactive avait sorti un sondage indiquant que, d'ailleurs, dans un contexte où Marine Le Pen avait été intronisée comme étant la dirigeante du Front National, où il y avait eu le congrès de Tours, où elle avait pris la parole non seulement sur l'immigration et sur la sécurité, mais également sur des dimensions à caractère économique et social, que les intentions de vote la plaçaient à un peu plus de 20% des intentions de vote. Qui a voté François Hollande? Quel est le profil de Français qui ont voté et fait élire François Hollande? D'abord un sympathisant de gauche. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on se rappelle par exemple que Lionel Jospin n'avait même pas réussi en 2002 à fédérer derrière lui au premier tour les sympathisants de gauche, les sympathisants socialistes. Deuxième aspect, ce sont des personnes qui sont des personnes plutôt en activité, plutôt d'âge moyenne et qui vivent plutôt dans un milieu qui est un milieu urbain. Donc dans ce contexte-là, des personnes qui ne sont pas forcément aujourd'hui les plus mal à l'abri, entre guillemets, socialement, qui entrevoient des perspectives et qui attendent de François Hollande la capacité de pouvoir répondre à une de leurs préoccupations, à savoir faire en sorte que la France de demain soit une France dans laquelle on puisse vivre mieux, soit même, peut-être pas, ses enfants avec un peu plus d'attente. Pierre Bon-Joseph. Oui, juste un dernier mot, peut-être avant de conclure, sur le sentiment qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit leurs difficultés, parce qu'ils étaient au chômage, ou parce que le carnet de commandes était un peu vide, mais on n'a pas entendu beaucoup de complaintes ou de plaintes. On a entendu des gens qui avaient envie de travailler et qui avaient envie d'être aidés pour accompagner cette mutation dont on parlait tout à l'heure. Et dernier mot, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont fait confiance pendant cette année. Et ils étaient avec nous il y a encore quelques minutes à peine. Merci beaucoup, messieurs, de vos éclairages sur le plateau de Public Sénat. Julie, merci. C'est la fin de cette émission spéciale d'une campagne à l'autre. Merci beaucoup de votre fidélité. Au revoir. Merci, au revoir.